Esprit Foot, le bonus en compagnie de Selim Bengriba, défenseur emblématique du Grenoble Foot 38, avec en face Mathias Araez, notre monsieur foot de Télé Grenoble. Merci encore d'être avec nous, Selim. Évidemment, dans Esprit Foot, on en a appris un petit peu plus, mais pas encore assez. On est là pour ça. Qu'est-ce que tu projettes après le foot? Après, j'ai conclu un accord avec le club pour rester dans le club, pour être éducateur avec les enfants. Donc voilà, quand je déciderai d'arrêter... après, je verrai ça avec le club, mais j'essaierai de rester dans le foot. Ouais. Je préfère qu'aller travailler à l'usine comme je faisais avant. Dans le club et aussi dans le GF38. Bien sûr, au GF38. Ouais. Ouais. C'était quelque chose dont tu avais déjà envie avant, de passer pro, de continuer avec la formation, travailler avec les jeunes? Passer pro, ça faisait longtemps que je voulais y arriver. Après, j'avais oublié. Et non, niveau passer éducateur, ça fait 2-3 ans que j'y pense maintenant. Ouais. Tu avais envie de transmettre aussi comme on a pu te transmettre à toi? Oui, bien sûr. Quand je vois, des fois, je veux voir mes enfants s'entraîner. Moi, j'ai envie d'apprendre de donner quelque chose aux jeunes. Et je pense que je peux leur amener quelque chose. Du coup, tu es un peu plus attentif aussi aux messages de Philippe Inchberger. Tu vois un peu comment il fait pour... Je prends pas des notes sur les séances, mais j'essaie de comprendre pourquoi on fait cette séance, quel est le but de la séance qu'on fait tous les jours. Ça change, donc j'essaie de comprendre. Et tu as essayé d'être pro, c'est ce que tu dis, c'était un peu ton objectif. Mais finalement, ta carrière, elle s'est construite au fil des opportunités. On a l'impression que tu t'es jamais vraiment pris la tête, en fait. Ce que tu fais à un moment donné, tu le fais bien. Tu te laisses pas atteindre, parasiter. Je le fais à fond. Voilà, je suis une personne que, voilà, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et j'ai toujours été à fond dans les niveaux où j'ai joué, même au bas niveau. Mais j'ai toujours donné le maximum de moi-même. Et voilà, là, ça a payé, ces dernières années, ça a payé au GF38. Et je suis content que ce soit au GF38 parce que c'est où j'avais été formé étant jeune. Donc tu le vis pleinement, à fond. Ouais. Tu arrives aussi à t'arrêter un petit peu, à y réfléchir et à essayer de vivre un peu ce que tu réalises aussi cette année. Ouais, après, y réfléchir, je réfléchis pas trop. Je suis... Mais non, après, c'est souvent quand quelqu'un me parle de ce que j'ai fait, après, je dis, c'est vrai que tu as fait quand même un truc qui est quand même beau. Et que beaucoup de personnes, j'ai tous mes potes avec qui je jouais chez Roll, ils voudraient tous être à ma place. Donc, et puis, je suis fier de les, entre guillemets, de les représenter aussi. Et de rester toi-même aussi et avec eux, ça c'est important. Toujours. Tu t'es jamais, ça t'est jamais monté à la tête un peu tout ça? Non, comme et puis, beaucoup, la plupart des joueurs voilà, dans ce club. Non, je veux pas. Je viens d'un petit club de Savoie. On est des gens simples et je reste simple. On a parlé de formation, justement, on a été voir un de tes formateurs ou entraîneurs plutôt pour lui demander de te passer un petit message. Il n'est pas vache, celui-ci. Il n'est pas vache, c'est gentil. Allez, on écoute. C'est qui? Écoute, salut Selim. Apparemment, il y a une émission qui était consacrée. Je voulais te féliciter pour avoir signé ton contrat pro un peu sur le tard. Je pense que tu avais toutes les qualités pour faire une grosse carrière et qu'elle commençait un peu plus tôt. Tu as atteint ton objectif, tu es quelqu'un qui ne lâche jamais rien. J'ai pris énormément de plaisir à bosser avec toi. Et je regrette juste que tu ne m'appelles pas assez souvent pour ne dire jamais. Je plaisante. En tout cas, j'espère que vous allez faire encore une belle fin de saison, une belle deuxième partie de saison avec le club et que tu auras un peu plus de temps de jeu. Et encore une fois, je te félicite pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu m'as donné quand j'ai eu la chance de te coacher. Allez, bis Selim. Ton ancien entraîneur, Olivier Zaragaglia. Je l'ai eu en tant qu'entraîneur et puis j'ai joué aussi avec lui. Donc, non, c'est un homme, c'est un copain. Là, même quand c'était mon coach, c'était quand même mon copain parce qu'on a vécu des trucs à Échirol et j'ai joué avec lui à Échirol, même à Grenoble. Et puis voilà, ça me fait plaisir de le voir. C'est vrai que je téléphone jamais, c'est mon gros souci. Et c'est un gros défaut, mais je suis content de ce qu'il a dit. Ouais, ça me fait plaisir. Ça a été spécial lors de sa venue au Stade des Alpes avec la Berrichonne, de le voir un peu avec votre tenue. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vu. Parce que j'étais pas sur le terrain, j'étais en tribune. Et j'ai dû partir vite parce que mes gosses nous rendaient un peu fous. Donc j'ai dû partir et j'ai même pas pu lui dire bonjour. Donc non, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu là. Voilà, Esprit Foot a rattrapé le coup. C'est cool. Match retour.
Ouais, j'espère que j'y serai. Ouais, exactement. On arrive au terme de cet échange. On aura encore beaucoup de choses à te demander, mais ça sera encore pour la saison prochaine, celle d'après. Est-ce que tu te fixes un objectif? Non, bah là, j'ai fini cette saison déjà, correctement, Ouais. le mieux possible. Et en fin de saison, voir On verra. avec le coach et les dirigeants comment ça se passe. Après tout, il manque une montée. Il n'y en a plus qu'une. Ouais, bah, tant qu'à faire, hein, là, après, j'arrête direct, hein, c'est bon. J'aurais tout fait. Ou une Ligue des Champions peut-être, mais voilà. Ouais, ça, il faudra attendre un peu. C'est ça. Je pense Non. pas que je pourrais jouer. En Mais- termes de montée, voilà. Ouais, on après, boucle la ouais, boucle. pourquoi pas, ouais. J'aurais tout fait. Mm, mm. Ce serait bien. Et pourquoi pas cette saison? Pourquoi pas. Bah, allez, Pourquoi il y a la pas. place. Ouais, bien sûr, ouais. Nous, on s'enflamme, mais vous nous rendez des gourmands, c'est normal. Saison après saison, on s'est habitué. Et on croit en vous. Vous avez prononcé le mot sportif. Alexandre, comment se passe justement cette préparation? On sait que c'est une course intense sur 10-12 jours. C'est de l'endurance. Est-ce qu'il y a aussi une préparation physique finalement? Énormément, c'est la base aussi, à côté des budgets, c'est la base de ma préparation de toute l'année. C'est-à-dire que voilà, je travaille avec un préparateur, Damien Padilla, où on travaille toute l'année, tous les jours. Tous les jours, je suis avec lui, soit en direct, soit, on va dire, par interposé, on va dire comme ça. Mais en tout cas, pour me préparer physiquement, pour être présent là et voilà, avoir le corps qui puisse accepter tout ce que je vais endurer pendant ce Dakar. Vous faites de la course, de la musculation, qu'est-ce que... Voilà, c'est un mélange de renforcement musculaire avec du gainage, de la course, du vélo, de la natation, du quad aussi, parce qu'il en faut. Et voilà, c'est tout ça associé. Puis c'est vrai, c'est important aussi à notre niveau, même à un niveau plus petit, dans tous les cas, d'être avec un professionnel parce que on travaille comme il faut notre corps. Et ça, c'est aussi important parce que mal se préparer, ça peut aussi mal tourner. Il y a quelques années, Jean-Patrick Abdeliel était dans le désert depuis plus de 28 jours et quelques mirages lui disaient de faire demi-tour. Est-ce que vous avez, vous, connu des moments très cocasses dans cet environnement qui est si spécial? Alors, des moments, le Dakar, il nous en donne plein, quoi. La course, elle nous en donne plein. De faire demi-tour, non. Le moment le plus dur, peut-être, il y a mon premier Dakar où j'ai fait 260 km à peu près. En 6 heures, il faisait 49 degrés. Je me souviens que ma boîte commençait à me chauffer. En fait, elle était en train de fondre avec mon pot d'échappement tellement on allait doucement parce qu'il y avait beaucoup de navigation. Il fallait trouver l'impasse sur une sortie de Rio. Là, je me suis dit, après, on est sorti de ce spécial. Et derrière, il y a une autre spéciale. Et la deuxième, normalement, est beaucoup plus rapide en général pour nous permettre de rentrer. Et là, on ne s'était pas compris avec le Dakar parce qu'il n'était pas du tout beaucoup plus rapide. J'ai vu des gens d'ailleurs en larmes, j'ai vu plein de choses. Et là, oui, on se pose beaucoup de questions. Et puis, je pense que c'est grâce à cette préparation physique, à cette force mentale où on se dit, je suis là, je ne peux pas. Tous ces partenaires que j'ai demandé, tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments de solitude, mais en les combats, on est préparé pour. Est-ce que Bruno Sabi, c'est votre filleul, comme on dit? Est-ce que vous lui donnez les conseils? Est-ce que vous le suivez aussi, ne serait-ce que sur la préparation physique? Oui, mais j'ai vite compris, ce garçon, il avait le profil pour disputer ce genre d'épreuve. Hein. Il a le mental et il a le physique. Il a compris qu'il fallait vivre différemment. C'est sûr que les gens ne savent pas toujours, mais c'est avant tout du sacrifice et de la volonté pour arriver à affronter des difficultés comme cette épreuve. Hein. Alors donc ça, il est préparé pour ça. Donc il a toute mon admiration et tout mon soutien et je crois vraiment à ses capacités de faire un résultat. Maintenant qu'il a plus de moyens, je suis sûr qu'un jour, il réalisera son rêve de faire un podium sur le Dakar avec son quad. Pour vous, Bruno, le Dakar, ça a été comme une deuxième carrière, finalement? Oui, je ne m'attendais pas à vivre ça, puisque quand j'étais jeune, je rêvais de faire du rallye, mais le rallye raid n'existait pas. Et cette discipline m'a permis de compléter mes 42 saisons. Elles ont été faites de disciplines différentes. Et j'ai pu faire 15 saisons de rallye raid qui m'a apporté toujours cette satisfaction de faire de la compétition, mais aussi de vivre une aventure. Parce que j'ai pratiqué tous les continents. J'ai pu traverser donc l'Afrique en long, en large et surtout en travers, que je n'aurais jamais pu faire autrement. Donc j'ai pu côtoyer des peuples intéressants. J'ai pu vivre des moments d'exception, de solidarité. Et voilà, et on a été, je dirais, chanceux de pouvoir pratiquer une discipline qui nous a permis de côtoyer des pays, des régions que je n'aurais jamais pu faire autrement.
On sentait un peu de regret vis-à-vis du Dakar qui n'est plus africain. Pour vous, Alexandre, c'est autre chose parce que c'est depuis 2009 que le quad est reconnu comme catégorie majeure sur le Dakar et c'était en Amérique latine. Oui, en effet. Après, sans vous mentir, si le quad ne serait pas une catégorie à part, je serais quand même sur le Dakar. C'est pas ça qui draine ma motivation. C'est un plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai entendu dire par des pilotes expérimentés comme Bruno, à l'époque, le Dakar, d'une aventure, on en faisait une compétition. Aujourd'hui, d'une compétition, on en fait une aventure. C'est vrai que voilà, on a 50 quads, des pilotes tous aguerris qui s'entraînent toute l'année. Il y en a qui font que ça. Donc on est vraiment, c'est un autre milieu et finalement j'ai déjà fait le rallye au Maroc, l'Afrique c'est vraiment sympa et je souhaite y retourner. Par contre l'Amérique du Sud c'est autre chose et chacun son continent, c'est pas mal aussi. Oui, la difficulté, elle est toujours là. Hein. C'est sûr que c'est la popularité du rallye qui en a pris un coup. Les gens ne comprennent pas que le Dakar n'arrive pas à Dakar en Afrique, quoi. Alors donc, mais par contre, pour connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce genre de terrain qu'ils vont justement affronter, c'est largement aussi difficile. Bon, sauf que malheureusement, c'est en Amérique du Sud. Mais j'ai eu écho que ça allait peut-être revenir en Afrique. Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, Bruno Sabie? Ben moi, je suis content d'être dans ce milieu. Ça a été ma vie. Ça fait 50 ans que je suis dans l'automobile. J'ai fait 42 saisons. J'ai la chance de pouvoir continuer donc par différents moyens. Je fais aussi quelques rallyes historiques avec souvent la possibilité de récolter des fonds pour des associations parce que ma vie maintenant tourne beaucoup autour du caritatif et de l'humanitaire. Donc j'arrive à allier les deux, à me faire plaisir, donc pourvu que ça dure. Parfait. On aura l'occasion de vous retrouver sur Télé Grenoble, car pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont passionnés de sport mécanique, Télé Grenoble va avoir aussi son émission dédiée au sport mécanique, arrêt au stand, avec à la manœuvre Charlotte Faulkner. C'est pour le mois de janvier. Donc on vous donne rendez-vous sur Télé Grenoble et c'est le dernier samedi du mois. D'ailleurs, voilà, on vous y trouvera. Le premier invité. C'est une très bonne nouvelle. Exactement. Alors ça, vraiment, enfin une bonne nouvelle à Grenoble. On va parler de sport automobile. Exactement. Alors on avait Esprit Sport aussi comme bonne nouvelle. Donc là, voilà, ça continue. La roue continue de tourner et donc ça sera effectivement en janvier avec Olivier Panis, donc le premier invité. Et à noter aussi un petit clin d'œil. Donc la face, c'est vous. La préface, c'est une personne qui nous a dit beaucoup de bien aussi de votre écriture. Oui. C'est aussi un maître de la plume, c'est Yves Perret. Oui, c'est quelqu'un que j'ai choisi pour cette préface. Je voulais vraiment que ce soit lui, d'abord par notre relation, et puis ensuite parce que dans sa façon d'aborder les choses, je trouve beaucoup de similitudes avec ce que j'ai pu faire ou écrire. Voilà. On peut le dire, ancien patron des sports du Dauphiné libéré. Et créateur de Ski Chrono. Créateur de Ski Chrono. Voilà, on lui dit un bonjour. Je pense qu'il regarde cette émission. Donc, par rapport alors à ce livre, effectivement, vous racontez, on va les revoir parce que celles-ci, on les regarde aussi sans soif. Donc, ces images de cette descente olympique au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, c'est encore pas très très loin. Hein. Oui. Bon, ça fait 26 ans, mais c'était hier. Ben voilà, je raconte par exemple ce qui se passe dans ses mains quand on est en train de mimer le départ. Je raconte également une descente, ces moments olympiques. C'est pas mal de souvenirs, malgré tout, avec mes parents, avec mon enfance, qui est une enfance dorée. Il faut pas se leurrer, avec le ski, avec un milieu montagnard extraordinaire. C'est aussi des chroniques sur les stations. C'est marrant parce que j'ai un rapport particulier avec certaines stations, parce qu'elles m'ont formé justement au hasard de ma carrière avec ces pistes particulières. Et puis finalement, il y a aussi une chronique et pas mal de sujets autour de l'écologie. Parce que c'est quelque chose qui me fait vivre également. Je plante des arbres depuis que je suis tout gamin. C'est quelque chose qui est en moi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer. La montagne est fragile et je me dois de la protéger. Et construire une forêt, c'est là aussi... C'est un conseil que je donne à tout le monde un jour. Prendre son temps, aller planter un arbre, c'est vivant. Sur cette piste de Bellewaerde, vous avez dû être heureux de passer au passage de l'Ancolie, qui donc était un passage qui avait contourné les fleurs. Voilà, ouais. Contourné, laissé pousser les Ancolies sur cette piste de Bellewaerde. Lorsqu'on a grandi au Cési, la protection de la nature, elle doit être innée. C'est une station très nature. C'est une station très nature, très bien préservée, mais il faut continuer l'effort. Ça ne se fait pas tout seul. Ça fait partie de notre ADN, de mon ADN en tout cas. Ça doit être aussi celui de nos politiques.
la montagne ne se défendra pas toute seule face au développement touristique et du ski. Donc, sachons le maîtriser. Encore une fois, je ne veux pas reculer devant l'essor touristique. Il faut l'adapter, c'est ça? Il faut s'adapter, il faut le comprendre et l'analyser. Je crois que tous les gens qui viennent ont besoin de cette nature et ont envie de cette nature. Donc, sachons leur préserver. Laurent Davier nous disait dans notre émission de ski montagne donc que vous étiez passé de la carrière d'un skieur alpin au skieur de fond. Alors aujourd'hui, vous êtes un fondeur convaincu. Oui. Comment passer de l'un à l'autre? Parce que le fond, vous aviez toujours connu, au Saisie notamment. Alors, Mais comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Bon, c'est très particulier parce que d'abord, c'est ce qui a commis ce bouquin, parce que je suis parti vraiment de mes histoires de ski de fond pour arriver à ce livre. Le rapport au ski de fond est bien sûr dans nos gènes, puisque au Saisie, c'est un site de ski de fond au départ. Mais, olympique, à Albertville. Et olympique en plus. Mais non, au départ, le ski de fond, pour moi, c'était une aberration. J'en faisais une fois par an en début de saison, en me disant j'ai vraiment bien choisi mon sport, c'est alpin qu'il me fallait, pas autre chose. Et puis à l'arrêt de ma carrière, j'ai rechaussé simplement pour garder la forme, pour retrouver du tonus, pour retrouver la ligne. Et donc, j'ai jamais tellement perdu, mais en tout cas, j'avais envie de retrouver la forme. Et donc, j'ai rechaussé les skis de fond. Et puis, j'ai apprécié. J'ai apprécié sans pression, avec le recul nécessaire, avec l'âge. C'est un sport qui est vraiment superbe. En nature, un sport d'endurance, un sport qui ne fait pas mal. Donc j'ai vraiment apprécié. Sauf dans la descente, quand on skie comme moi. Oui, mais c'est vraiment très très plaisant. Et donc de fil en aiguille, on se refait pas, on fait une course, on fait une longue distance et chaque année j'y suis. Et ça fait maintenant 10 ans, je côtoie les champions au départ. C'est aussi un format de course qui est assez intéressant parce qu'au départ d'une longue distance, comme la Transjurassienne ou la Foulée Blanche, voilà, on se retrouve au départ, on est 2000, 3000, peu importe, mais en tout cas, il y a au départ des champions olympiques de ski de fond, mais aussi des touristes, des gens qui découvrent le ski de fond sur des courses comme ça, des gens d'un certain niveau, de 7 à 77 ans quasiment. Donc, ce qu'on n'a pas en ski alpin. Ce qu'on n'a pas du tout en ski alpin. Et je sais qu'à l'arrivée, j'ai pris tant de minutes par le champion olympique ou par le champion du moment. Voilà, c'est génial. C'est très fédérateur aussi. Oui, moi je trouve aussi. Ouais. Et puis, franchement, avec le skating, on a enfin la sensation d'avancer, de glisser. C'est un sport de glisse. Pas du patineur, donc, comme on le dit. Ouais. Et j'avais une petite question. Est-ce que vous aviez un petit peu regretté de ne pas avoir skié à la maison? Parce qu'aux Jeux Olympiques, Albertville, les Saisies, c'est chez vous. Vous étiez du côté de Val d'Isère, sur Bellevarde. Non, parce que vraiment, à ce moment-là, j'aimais pas du tout le ski de fond. Donc, non. J'avais pas du tout la mentalité du fondeur à l'époque. J'étais beaucoup trop impatient. Les qualités physiques n'étaient pas là. Donc, non, j'étais pas fait du tout pour le ski de fond à l'origine. Mais on s'y met et avec grand plaisir. On était à la maison quoi qu'il arrive, de toute façon. Oui, exactement. Et est-ce que dans ces longues chevauchées, tu penses à tes futures chroniques? Est-ce que c'est un moment où tu peux... Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que en ski alpin... T'as pas le temps. T'as pas le temps. Et au contraire, je veux dire, pendant 2 minutes, tu dois être absent, tu dois être instinctif au centième de seconde près. En ski de fond, être dans cet état d'esprit pendant 2 ou 3 heures, c'est strictement impossible. Donc, tu acceptes tes idées et tu t'acceptes toi tel que tu es, avec tes moments de doute, de force, etc. Les gens que tu croises, que tu doubles, qui te redoublent. Et donc, voilà, souvent, il se tisse pendant cet effort une trame qui va aboutir à ces chroniques. Et c'est vraiment ce qui m'a conduit à faire ce bouquin, parce qu'on raconte, à chaque fois, on passe par des états émotionnels, physiques assez particuliers, quoi. En attendant le volume 2 des chroniques. Promis, hein? Oui, je vais essayer de continuer à faire du ski de fond pour pouvoir écrire. Il n'y a pas d'âge. Absolument. Voilà. Non, j'espère surtout que ça plaira au plus grand nombre, parce que pour l'instant, c'était plutôt réservé aux gens qui étaient amis sur Facebook. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le grand bain. Je rentre dans le grand monde littéraire. Voilà, j'espère simplement décrocher un sourire sur le visage de chacun. On rappelle juste la maison d'édition. Tout à fait. Les passionnés de bouquins, c'est ça, un éditeur lyonnais. Voilà. Oui, qui a édité également le livre de mon papa, puisque mon papa a aussi écrit un livre, mais d'une manière transposée par Patrick Jagou, qui est un excellent
écrivain et qui a fait l'histoire de mon papa. Oui, l'histoire, hein, c'est une véritable figure. Hein, Dautelus s'est saisi votre papa. On lui fait un petit coucou d'ailleurs, ainsi qu'à tous les Picards. Hein, donc vous êtes, alors ça fait 8, On est 9, 7. et ouais, c'est 7 enfants. Laurent, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un dernier coup de pub pour les petites chroniques d'un champion olympique, pour tous les amateurs de ski, pour tous ceux qui veulent revivre aussi des beaux souvenirs, et pour tous les amateurs de littérature, on le rappelle. Merci. Encore merci et passez des super fêtes. Merci, bonne fête à tous. Et vous aussi.